Binge Audio. Attention, cet épisode traite de sujets pouvant être douloureux. Si vous êtes en détresse, si vous avez des pensées suicidaires, si vous voulez aider une personne en souffrance, vous pouvez contacter le 3114, un numéro d'appel gratuit, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ou aller sur le site 3114.fr. France 2, le 15 mai 1997. C'est dans cette petite maison qu'Aurélie et Valentine se sont suicidées, une balle de 22 longs rifles dans la tête. Elles avaient 12 ans. Ce geste serait lié à la vénération qu'elle semblait porter à un groupe musical, le Nirvana. Kurt Cobain, chanteur du groupe américain Nirvana, s'était suicidé d'une balle dans la tête il y a 3 ans. Pour beaucoup, son message est une apologie de la mort et du suicide. Aurélie et Valentine lui vouaient un véritable culte. La mort de Kurt Cobain, en avril 1994, a suscité un émoi international. Et elle a eu des conséquences variées, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une épidémie de suicide se produise. La mort d'un artiste, jeune, adulé, excessivement populaire, suivi par une foule de jeunes gens qui reconnaissaient en lui les signes d'un mal-être que bon nombre traversent à un moment de leur vie. Tout était là, et pourtant, en fonction des pays, la réaction n'a pas été la même. Si en France et dans d'autres endroits du monde, on a repéré des cas d'imitation, ça n'a pas été le cas partout. Et tout ça tient, on l'a vu, au récit qui accompagne ces morts brutales. Ce poids qui pèse sur celles et ceux qui rapportent ces histoires, et les solutions qui existent pour éviter de tomber dans des écueils mortifères, c'est ce qui va nous intéresser dans ce second épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Je veux pas finir comme Kurt Cobain. Épisode 2. C'est vrai que c'est une question qui est problématique parce que c'est pas tout à fait un sujet comme les autres, surtout quand on sait qu'il peut y avoir un effet d'imitation. Clément Guillet, psychiatre à l'hôpital de Dijon, auteur d'une thèse sur la contagion suicidaire. C'est-à-dire que le journaliste va être le vecteur potentiel d'un suicide et donc du coup la manière dont on parle de ce sujet-là va pouvoir entraîner ou non des morts. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour limiter. Ce qui est très important, c'est de donner des possibilités d'appeler donc des lignes d'urgence en cas d'idée suicidaire. Pourquoi ? Parce que la personne lisant un reportage sur Internet sur comment une personne à laquelle elle s'identifiait qui s'est suicidée va peut-être avoir un moment, une crise suicidaire, mais s'il y a une manière de contourner cette crise suicidaire et d'appeler à l'aide, elle pourra ne pas passer à l'acte. Deuxièmement, c'est peut-être ne pas donner trop de détails. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on le sait bien, de donner des techniques vont entraîner des imitations des techniques. Et ça s'est montré, il y a un exemple fameux en Asie, où une mort, suicide d'un médiatisé au charbon de bois a entraîné une imitation, une explosion du taux de suicide au charbon de bois jusqu'à 30% à Taïwan, par exemple, alors que ça n'existait pas avant. Robin Williams aussi. Quand il s'est suicidé, le plus fort effet Werther documenté, plus 1800 suicides en 5 mois, suite à la mort de l'acteur, et bien du coup, il y a eu une augmentation de plus de 30% des morts par strangulation, comme il avait fait lui. Donc en fait, on voit bien que la manière de parler de la méthode, le fait de décrire la méthode précisément, va entraîner une imitation de la méthode. Donc donner des solutions, limiter le fait de donner des détails comme la méthode ou des endroits, puisqu'il y a des spots après qui vont devenir des spots à suicide, c'est déjà pas mal et ça permet d'éviter le matraquage aussi, éviter la glamourisation, la simplification. Il s'est suicidé parce qu'il l'a quitté. Je travaille en permanence avec des gens qui souffrent de crise suicidaire, c'est jamais une cause unique en fait au suicide. Bref, toutes ces précautions-là, lorsque les médias le font, eh ben ça limite l'effet Werther, ça limite les morts. Je pense qu'il y aurait une levée de boucliers, et à juste titre, des journalistes si on les obligeait à mettre des ressources. Héloïse Bajou, journaliste, consultante au sein du programme Papageno, un programme de recherche porté par l'hôpital de Lille. Mais comment est-ce qu'on fait sans cette obligation-là pour sensibiliser les rédactions, pour accrocher, pour faire prendre conscience de cette responsabilité-là ? Et du fait du manque de culture autour du fait que le suicide soit un sujet d'étude avec des vraies recherches, des vraies statistiques derrière, etc. et la contagion suicidaire au même titre. Souvent, les journalistes ont l'impression, nous, quand on leur parle de l'effet Werther, que c'est une opinion.
Alors que c'est pas une opinion, c'est un fait scientifique documenté. Donc c'est vraiment tout ça, comment est-ce qu'on fait pour faire prendre conscience de ça aux journalistes et à essayer de leur expliquer comment est-ce qu'ils pourraient traiter de ce sujet-là sans leur donner l'impression qu'on essaye de leur dicter leur conduite, de leur dicter ce qu'ils doivent dire. Et tout l'enjeu, nous, du travail au sein du programme, c'est celui-là, c'est faire prendre conscience des responsabilités sans être dans l'injonction, sans dire aux journalistes ce qu'ils doivent dire ou pas. Le problème, c'est que cesser de parler du suicide, Charles-Édouard Notre-Dame, psychiatre. c'est aussi entretenir une certaine forme de silence, d'interdit, de tabou autour de la question. Et ce tabou-là pèse sur les personnes comme une forme de honte, de culpabilité à avoir ces idées suicidaires. Puisque personne n'en parle, c'est que on peut pas en parler et que généralement on est assez seul quand on a ces idées suicidaires. Et que ça pèse aussi en termes de limitation de l'accès aux soins et de la prévention. Et par conséquent, ça contribue aussi à brider les effets de prévention. Je pense que même si nous vivons dans une société où beaucoup de choses sont dites, où on revendique, on va dire même une transparence, tout ce qui est en lien avec la santé mentale, et donc notamment le suicide, les problématiques suicidaires, reste un tabou. Nathalie Decarnier, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférences à l'université Paris-Nanterre. Ça reste un tabou et pas parce qu'on ne parle jamais du suicide, mais parce que on ne le parle pas pour inciter une prise de conscience sur le vrai problème et que le risque est de rester dans une fascination quand il y a une célébrité qui se suicide et le risque c'est d'en faire des figures héroïques. Donc comment parler de ce phénomène de manière à ce que ça incite chacun plus à un travail d'introspection, que ça incite chacun à se dire ça peut aussi m'arriver, ça peut aussi arriver à quelqu'un qui est près de chez moi, ça peut aussi arriver dans ma famille, personne n'est à l'abri de problèmes d'ordre psychologique et comment être attentif déjà à nous-mêmes et aussi à ceux qui vivent près de soi. Je pense qu'il faut parler du suicide, mais autrement. Peut-être déjà parler du suicide de personnes non célèbres. Alors, pas juste en parler comme un fait divers, de manière froide, mais justement de manière à ce que ça entraîne une prise de conscience. Qu'on est peut-être aussi dans une société qui, à certains aspects, peut entraîner un mal-être chez beaucoup de personnes, chez les jeunes notamment. Et donc, comment amener à une prise de conscience collective que d'autres valeurs sont à instaurer, sont à véhiculer, comme la solidarité, l'attention, le fait d'être attentif à l'intériorité plutôt qu'aux signes extérieurs, plutôt qu'à l'image. Et comment est-ce que chacun peut être attentif à son entourage immédiat, avoir une attention vraiment plus fine, plus ajustée. Quand on étudie un petit peu les chartes de déontologie interne des rédactions, souvent dans les rédactions et notamment en presse quotidienne régionale, il y a des chartes de déontologie internes. Héloïse Bajou. Et on retrouve assez régulièrement des lignes de conduite dans les rédacs qui disent par exemple que on ne traite du suicide que s'il s'agit d'une personnalité publique et ou si le suicide a eu lieu sur la voie publique et a causé un trouble à l'ordre public. Souvent, c'est un petit peu le guide pour les journalistes pour savoir s'ils traitent du sujet ou pas, alors que c'est souvent des situations qui sont beaucoup plus à risque, parce que qui dit personnalité publique dit plus forte médiatisation, plus de relais, plus de couverture en termes de quantité, donc plus de risques, puisque plus de lecteurs potentiellement vulnérables exposés. Et quand il y a un trouble à l'ordre public, il y a souvent plus de témoins, plus de spectateurs, et donc des gens qui sont en état de vulnérabilité du fait qu'ils aient été exposés à une mort souvent violente. Donc ça, c'est vraiment des situations à risque. Donc on se retrouve à traiter ça dans les moments où c'est le plus touchy, entre guillemets. Souvent, il y a deux discours. Le premier, c'est « Oh non, nous, on n'en parle jamais ».
De toute façon, on n'en parle jamais. Alors, ce qui nous fait beaucoup rire, parce qu'on s'est amusé, entre guillemets, à quantifier le nombre d'articles traitant du suicide qu'on retrouvait dans la presse. On a fait ça notamment au moment des confinements, parce qu'on était un petit peu bloqués, on pouvait moins facilement accéder aux rédactions. Donc voilà, on a fait un recensement, alors qui vaut ce qui vaut, on l'a fait de manière limitée. On s'est cantonné aux 5 plus grands titres de PQR, donc de presse quotidienne régionale, et les 5 plus grands titres de presse quotidienne nationale. Mais rien que sur ces 10 titres-là, on retrouve plus de 2000 articles traitant du suicide chaque année. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Donc ça, c'est la première réaction, c'est « Oh non, nous, de toute façon, on n'en parle jamais, ça nous concerne pas », comme si c'était un épiphénomène, alors qu'on sait bien que le suicide, c'est 9000 décès par an, c'est 3 fois plus de décès chaque année que les accidents de la route, donc c'est quand même énorme, c'est un vrai phénomène et de santé publique et de société. Et la deuxième réaction qu'on a souvent, c'est « Ah, c'est compliqué, parler du suicide, c'est compliqué ». Les journalistes sont hyper embêtés quand ils ont à le traiter et ne savent pas comment faire. Et c'est un des problèmes, le premier réflexe qu'ont les journalistes dans ces cas-là, c'est de se réfugier derrière la méthodologie qu'on apprend en école de journalisme des 5 W. Donc vraiment traitement ultra factuel, qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, souvent, on confond le suicide comme phénomène avec le passage à l'acte suicidaire, le moment où la personne se suicide. Et c'est vrai que dans la tête des journalistes, souvent, quand on leur parle de suicide, eux, ils pensent au moment où la personne a pris un mode opératoire et a mis fin à ses jours. Sauf que le suicide, c'est d'abord et avant tout un mécanisme psychique. C'est avant tout une phase de vie psychique et des mécanismes qui se mettent dans la tête, et c'est ça qu'il faut décrypter, et pas juste le passage à l'acte. À voir également en ce moment dans les salles Last Days, c'est le nouveau film du génial réalisateur d'Elephant, Gus Van Sant, qui nous dévoile cette fois les dernières heures de l'existence d'un jeune musicien de talent, un jeune homme rongé par ses démons intérieurs et qui va tenter d'échapper à son glorieux mais terrifiant destin. Aujourd'hui, c'est le visage d'ange et le destin tragique d'un absent qui ont hanté la croisette. Kurt Cobain, chanteur mythique de Nirvana, qui s'est donné la mort il y a 11 ans, en pleine gloire, dans cette maison isolée, emportant son mystère. C'est ce mystère que le film explore, imaginant pour nous les tout derniers jours d'un jeune homme qui peu à peu se retire du monde. J'avais refusé de voir le film Last Days de Gus Van Sant à l'époque où il est sorti, parce que je me suis dit ça va être sordide. L'élo Jimmy Battista. Et je l'ai vu plus tard par hasard, et je l'ai trouvé effectivement sordide, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je me disais, je trouvais que le film montrait bien, alors bon, il est pas vraiment sur Kurt Cobain, c'est une extrapolation de Kurt Cobain, on va dire. Ça dit qu'il utilise plein d'éléments de ces derniers jours. Et j'ai trouvé que le film montrait vraiment bien ce truc de renfermement et de... Parce qu'en fait, pour avoir eu dans mon entourage des gens qui se sont suicidés de près ou de loin, tout le monde, en fait, les gens qui étaient très proches des gens, t'expliquent souvent ce truc qu'en gros, il y avait vraiment une espèce d'enfermement mental, comme si la personne s'était à un moment retrouvée dans une situation comme si elle était entre 4 murs et qu'elle ne pouvait plus sortir et qu'elle ne pouvait plus voir de sortie autrement que par la mort. Et le film montre ça assez bien, je trouve. Il y a un côté vraiment... tu sens que le type n'a plus aucune issue et n'a plus aucune possibilité d'avancer autrement. Et aussi, ça montrait aussi que tous ces pseudo-amis qui étaient avec lui, qui soi-disant l'entouraient, ne s'occupaient finalement pas du tout de lui, ne s'occupaient pas du tout de son problème. Et quand à la fin il se suicide, ils montent tous en bagnole et ils se cassent. On a besoin de pouvoir parler du sujet. Charles-Édouard Notre-Dame, psychiatre. Avec plus de, peut-être un peu provocateur de le dire, mais quasiment du prosaïsme. Il n'y a pas quelque chose de transcendantal à avoir des idées suicidaires. Il n'y a pas quelque chose de mystique ni de mythique à avoir des idées suicidaires. À avoir des idées suicidaires, c'est simplement et terriblement être en très grande souffrance. Et c'est la manière qu'on a de pouvoir y répondre, c'est simplement apaiser la souffrance des personnes qui ont des idées suicidaires. Et donc, effectivement, on garde cette image très romantique du suicide comme l'échappatoire, comme la liberté ultime, et que paradoxalement, le discours du préventeur est toujours pollué par les quelques suicides qui peut-être existent, enfin moi j'en ai pas encore rencontré, qui seraient des suicides d'ultime liberté, de protestation, je n'ai pas choisi ma vie, alors je peux choisir ma mort, etc. En fait, dans le quotidien de ce qu'on voit, nous, les acteurs de prévention, les psychologues, les psychiatres, c'est juste des gens qui souffrent, en fait, et les gens qui ont des idées suicidaires, ils souffrent énormément, et quand on apaise les souffrances, en fait, il n'y a plus d'idées suicidaires. Il y a une forme de prosaïsme, effectivement, à pouvoir en parler, en fait...
s'il ne faut pas banaliser les propos suicidaires, il faudrait pouvoir banaliser le fait d'en parler. Et en fait, je pense que plus on banalise le fait d'en parler, moins on banalisera les propos suicidaires eux-mêmes. Il faut à la fois sortir de la banalisation et à la fois de la fascination, finalement. Nathalie Decarnier. Et d'essayer d'amener à une prise de conscience qui pourrait aussi, on va dire, réhabiliter la santé mentale, parce que c'est vrai qu'en ce moment, la santé mentale est en grande crise partout. Et voilà, allouer suffisamment de moyens aux soins, c'est un problème. Donc peut-être que ça peut sensibiliser nos dirigeants à s'y pencher sérieusement. Cette prise de conscience que vous proposez là est une occasion que les médias disent si vous y pensez vous-même, ne restez pas seul. Et si personne dans votre entourage, ou si vous avez le sentiment qu'il n'y a personne dans votre entourage, voilà quelles sont les possibilités d'en parler, avec des numéros de téléphone, des dispositifs d'aide en ligne, des spécialistes bien sûr, enfin voilà, en tout cas toutes les portes qui peuvent s'ouvrir en tout premier recours avant de pouvoir trouver vraiment la personne à qui en parler régulièrement dans un cadre qui offre vraiment un véritable espace d'écoute et d'élaboration et de traitement. Pour ce qui est des morts de célébrités et surtout d'artistes, typiquement Kurt Cobain, la question est double. Comment en parler en évitant tout ce qui a été déjà décrit, tout en ne tombant pas non plus dans le panneau de l'artiste maudit, qui serait encore une autre forme de romantisation de son suicide? Il y a aussi ce gros préjugé qui a été véhiculé et qui continue d'être véhiculé malheureusement. Héloïse Bajou, journaliste. Du lien entre folie et génie créatif. Et dans le cas de Kurt Cobain, il y a un petit peu ça qui a joué aussi. Il faudrait, pour être un artiste accompli, être malheureux, être pris par la folie et des représentations qui peuvent être associées au suicide. Et c'est pour ça que c'est important de remettre le suicide dans son contexte aussi psychologique, psychopathologique, voire psychiatrique. Et en fait, la recherche montre bien que ce lien entre folie et génie est complètement faux. À l'heure actuelle, on sait très bien que les processus créatifs, c'est avant tout la capacité d'une personne à se nourrir de son environnement, de ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut lire, ce qu'elle peut entendre, à s'approprier ces références-là pour en faire quelque chose. Et qu'une personne en état de souffrance psychique, en fait, elle est beaucoup moins créative que quand elle va bien. Pour la même personne. Donc voilà, ce lien entre génie créatif et folie, il est complètement faux. Mais en fait, je pense que le fait que quand on est à traiter du suicide, on soit pris entre ces deux feux, c'est aussi lié au fait que la recherche sur le suicide est assez récente. La psychiatrie est une discipline scientifique relativement récente, la suicidologie encore plus. Donc en fait, on n'a pas le réflexe ni en population générale ni chez les journalistes de se tourner vers la science pour expliquer ça. Et quand on se tourne vers la science pour expliquer ça, de suite, tous les préjugés tombent, toutes les représentations, le tabou, etc. tombent, et on comprend mieux ce qu'il en est de manière plus analytique et approfondie. Bien sûr que de Chatterton, le poète suicidé, à Kurt Cobain, en passant par tous les artistes maudits, bien sûr, il va y avoir une sorte de mythification de l'artiste maudit, etc. Clément Guillet, psychiatre. Mais est-ce que c'est ça qui va entraîner le suicide ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire, en fait. C'est difficile à estimer. Après, c'est des grandes figures tragiques, romantiques, etc., auxquelles les gens peuvent s'identifier, mais c'est pas ça forcément qui va déclencher le suicide. De toute façon, depuis les artistes maudits, c'est depuis Baudelaire et puis Rimbaud, Verlaine, enfin il y a toujours une image de l'artiste maudit, drogué et suicidaire et qui meurt jeune, punk. Et du coup, on reprend bien sûr cette identification-là, ça fait fantasmer les jeunes, c'est une manière de se rebeller, etc. Mais oui, ça peut entraîner des modèles identificatoires négatifs, c'est évident. Après, tout le monde ne finit pas drogué ou suicidé parce qu'on écoute du grunge ou du Nirvana, ça peut être juste une catharsis, justement, un exutoire pour surmonter un mal-être adolescent qui est très commun. En tout cas, pour beaucoup de gens de ma génération, le suicide de Kurt Cobain, ça a changé beaucoup de choses dans le sens où... Lélo Jimmy Battista.
c'était aussi la fin d'un truc un peu innocent de ce truc qu'on a, enfin de l'amour, de l'espèce de mythologie du rock et de tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est-à-dire là tu te dis non mais quand même ça va peut-être un peu trop loin et c'est peut-être un peu une espèce de cirque rock en fait qu'on a un peu construit. Peut-être que c'est un piège et qu'il n'y a pas moyen d'en sortir en fait. C'est-à-dire que finalement la plupart des gens finissent très mal quand même. Les seuls qui peuvent bien finir, c'est ceux qui ont la force, parce qu'il faut quand même beaucoup de force pour se retirer de tout ça à un moment et de faire autre chose tout simplement et de garder que le positif, quoi. Mais c'est vrai que sinon, si on va au bout d'un truc, ça peut vite aller jusqu'à la mort, que ce soit volontaire ou accidentel. Il y avait une phrase très cliché que beaucoup de gens sortaient à l'époque, en 95, 96, dans les années qu'on suivit. C'était non mais moi depuis la mort de Kurt Cobain, j'écoute plus de rock. C'est très cliché, mais en même temps, il y a un fond de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément arrêté d'écouter du rock, c'est-à-dire pas forcément arrêté d'écouter des guitares ou quoi, mais qui ont arrêté de croire à cette mythologie-là, en tout cas. Quelque part, ça a beaucoup joué sur ce qui s'est passé après, sur comment les choses ont évolué. Pas forcément en positif, hein, mais en tout cas, ça a changé les choses. Moi, je sais que on l'a tous vu ça avec beaucoup plus de recul à partir de là. Et c'était assez salutaire aussi, parce que voilà, c'est vrai que ça participait à l'image qu'il y a tout autour, tous les trucs, tous les clichés qu'il y a un peu autour du rock. Ça va avec la drogue, avec l'alcoolisme, avec tout ça. Et il n'y a aucun moment où en fait ce truc-là est obligatoire d'une part, et puis en plus doit être vu comme un truc positif. Ça, si Taylor Swift se suicidait demain, je sais pas, peut-être qu'il y aurait des gens qui feraient la queue au pont là pour sauter tous les uns derrière les autres, j'en sais rien du tout. Mais ce serait, en tout cas, ça aurait un impact intéressant à voir, en tout cas. Par contre, si quelqu'un du rock se suicide aujourd'hui, je pense que les gens ont plus les outils pour comprendre ça. Il y aurait plus la même chose qu'à l'époque, je pense. L'autre question qui se pose, c'est celle des anniversaires, des commémorations, comme celle cette année des 30 ans du suicide de Kurt Cobain. Est-ce que le fait de réactiver la mémoire de ce drame fait courir le risque d'une nouvelle épidémie d'imitation ? Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que des célébrités qui se sont suicidées, il y en a certes quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. Charles-Édouard Notre-Dame. Et deuxièmement, quand il y a une couverture médiatique du suicide, enfin de l'anniversaire des suicides, c'est quand même assez rare. La couverture médiatique, elle est relativement modérée, donc c'est pas notre indicateur principal. Ce qu'on voit clairement, en fait, l'énorme masse des suicides qui sont couverts, c'est la presse quotidienne régionale et c'est le suicide du lambda. Et ça, clairement, on voit une évolution. On voit dans le ton, dans la manière de dire les choses, dans la manière d'appréhender, même si il reste des tendances un peu sensationnalistes, il reste des raccourcis, il reste des moyens létaux décrits. On voit notamment apparaître de plus en plus dans les journaux qui traitent du suicide la mention d'une ressource d'aide, la mention du 3114. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui pénètre dans l'univers, et on espère effectivement que à l'anniversaire des différents suicides, on voit apparaître une prudence supplémentaire. Mais on voit vraiment, et puis parmi tous les journalistes avec lesquels j'ai tendance à échanger, ils sont sensibilisés. Enfin, la plupart des journalistes que j'ai au téléphone me disent oui, ça je sais, il faut faire attention, tout ça. J'ai plus ce travail de conviction à faire que j'avais auparavant. Les journalistes savent. Globalement, c'est sûr que toutes les histoires de suicide, lorsque c'est lu par des gens fragiles, parce que c'est sûr que l'effet Werther n'atteint pas tout le monde. Clément Guillet. C'est souvent des jeunes, souvent des gens qui ont des antécédents psychiatriques, voire de tentatives de suicide, ou des fans. Bien sûr, ça peut impacter ces personnes-là. Lire de nouveau quelque chose sur le suicide pour ces gens-là, ça peut les impacter. Moi, je pense à une patiente que j'avais vue en hospitalisation qui me parlait de Chester Bennington, c'est-à-dire ce chanteur-là qui était de Linkin Park, suicidé en 2017. Elle me disait, c'est au moment des anniversaires de ce chanteur dont elle se sentait très fan qu'elle avait une recrudescence d'idées suicidaires, et c'est comme ça qu'elle avait été hospitalisée. Donc, c'est pas franchement montré dans les études, mais de manière individuelle, on peut l'imaginer, et moi j'ai eu des patients comme ça.
Je remarque qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on a peur d'aborder ce genre de choses, ou même, indépendamment du suicide, peur de parler de la mort. Nathalie de Carnier. Dans un service hospitalier, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on en parle vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas parfois plus une logique comptable et gestionnelle qui prévaut avec il y a un lit qui s'est libéré, on va pouvoir accueillir quelqu'un et rentabiliser la place. C'est assez sordide, mais c'est une réalité que j'entends très souvent et que j'ai moi-même un peu vue en travaillant à l'hôpital. Donc il y a encore un vrai travail à faire auprès de l'élaboration de l'événement traumatique, et on se dit avec le fait que toute institution a besoin que les événements soient suffisamment mis en relief pour qu'on leur donne leur juste valeur, et pour que ça puisse être traité, élaboré par chacun, par chaque soignant, par les autres patients quand il s'agit d'une institution de soins, par les élèves ou étudiants quand il s'agit d'une institution scolaire, et que en parler, ça ne veut pas dire après donner la tentation d'imitation, c'est au contraire être un prémisse de l'élaboration, parce que ne pas en parler, c'est aussi risquer d'entraîner une cascade de répétition, justement parce que ça n'a pas été dit. Les non-dits sont aussi, on va dire, redoutables que ce qu'on montre trop sans dire. Donc, ce qui veut être, on va dire, entre guillemets dit, mais sans vraiment le dire, simplement avec fascination et en faisant croire que ce serait en soi une issue valorisante, alors que non, la valeur, c'est toutes les émotions partagées qui peuvent émerger et qui peuvent être mises au travail, et c'est toute la solidarité qui peut s'en suivre entre les membres du groupe qui est confronté à un tel problème, que ce soit à l'échelle familiale ou à l'échelle institutionnelle ou à l'échelle sociétale. Je pense qu'il y a eu des avancées et puis que notamment on sensibilise peut-être plus les familles, les parents, et qu'avant on était dans une optique qui restait comme assez individuelle finalement, et maintenant peut-être on essaye quand même davantage de sensibiliser le groupe familial et de travailler avec les parents, plus peut-être qu'on ne le faisait avant. Voilà, malgré tout, ça reste encore un vrai sujet, et ça reste un problème majeur de santé publique quand même, donc il faut continuer. Sur le fait que la réception soit meilleure et qu'on ait des oreilles plus attentives, plus outillées, pas encore. Héloïse Bajou. Par contre, sur le fait que la nouvelle génération de journalistes soit plus attentive, plus sensible au sujet de santé mentale, ça c'est une évidence. Entre autres, parce que je pense que les politiques de prévention et de lutte contre le tabou sur le suicide de ces 20-30 dernières années portent leurs fruits, aussi à la faveur de la crise sanitaire, parce que au moment de la crise sanitaire, on a tous, de manière globale, générale dans la population, été tellement bousculés dans nos habitudes que on s'est tous rendu compte que la santé mentale concernait tout le monde, et les journalistes comme n'importe quel citoyen. Donc je pense que dans les nouvelles générations, pouvoir parler de ces sujets-là, c'est beaucoup plus facile. Après, restent les questions de la qualité du traitement, du stigmate, des représentations, et là-dessus il y a encore du travail à faire. Mais quoi qu'il en soit, en termes d'attention, d'écoute et de baisse du tabou, ça c'est une évidence. Parmi les ressources, maintenant, c'est plus facile, en plus de les insérer dans les contenus médiatiques, depuis le lancement de la ligne nationale de prévention du suicide, le 3114, ce qui rendait le traitement médiatique auparavant un peu plus compliqué, parce qu'il fallait connaître les ressources sur le territoire en fonction de là où on travaillait, la rédaction, l'ampleur de la diffusion du journal, etc. Maintenant, il y a un numéro unique qui permet, en une phrase, mais vraiment, c'est si vous ou un de vos proches est en souffrance, vous pouvez contacter le 3114, ligne nationale de prévention, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, confidentiel et gratuit. Voilà. Une phrase en fin d'article et déjà on a inséré une ressource. Merci à Héloïse Bajou, Nathalie de Carnier, Charles-Édouard Notre-Dame, Clément Guillet et Lélo Jimmy Battista pour leur temps et leurs réponses. C'est Pauline Lagache qui a réalisé ces 2 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.